Bonsoir à tous les trois, Asnia Abidi, bonsoir, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Vous avez publié à l'Harmattan, Algérie, Comment sortir de la crise. À côté de vous, l'écrivain Yasmina Khadra, mais aussi le malheureux candidat à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas pu, on va en parler tout à l'heure, recueillir les fameuses 60 000 signatures. Vous nous raconterez pourquoi. Et votre dernier roman, toujours chez Julliard, Qu'attendent les singes, qui a eu un accueil compliqué en Algérie. Vous nous raconterez également pourquoi. Et à côté de vous, Jean-Louis Le Touzet, pardon, vous êtes grand reporter à Libération. Vous avez publié une sorte de journal de 12 jours de déambulation. Vous avez fait 10 000 km en Algérie et ça a été publié le week-end dernier dans Libé. Ça peut être consulté sur le site internet de Libération. Une question d'un de nos spectateurs, Nadia. Oui, une question que beaucoup de personnes se posent, probablement. Est-ce que les opposants au président sortant Bouteflika ont la moindre chance ou est-ce joué d'avance? Asnia Abidi, que disent les intentions de vote et est-ce qu'on peut s'y fier? Là, on n'a pas une tradition d'abord c'est-à-dire de voir de sondage et de voir l'issue. On peut dire que l'issue est jouée, mais l'après-élection n'est pas du tout jouée. Et c'est ça, à mon avis, le scénario qui reste à définir. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après les élections, après le 17 avril. Est-ce qu'on aura un deuxième tour ou non? Ça, c'est des questions, à mon avis, très importantes. Et je crois qu'une bonne partie de la population algérienne est inquiète surtout pour l'après-17 avril, mais pas l'élection en elle-même. Alors, on rappelle que Abdelaziz Bouteflika se présente pour la 4e fois. Et donc, ses scores ont sans cesse progressé. En 99, il faisait 74% des voix. En 2004, 85% des voix. Et puis, la dernière fois, en 2009, 90% des voix. Yasmina Khadra, on peut imaginer qu'il fasse moins ou bien le résultat, il est un peu écrit d'avance? Moi, je refuse de croire une seconde que tout est joué d'avance. C'est peut-être ça le drame des Algériens. Ils croient que tout est verrouillé. Fatalisme. Oui, le fatalisme. Il faut dire à ce peuple que tout dépend de lui. Il n'a pas à se cacher derrière le trafic. Il faut qu'il soit lui-même responsable et coupable du sort du scrutin. Donc, mais pour vous, les chiffres précédents, par exemple 90% des voix en 2009, c'est crédible, c'est honnête? Non, ce n'est pas du tout crédible. Il y a eu de la fraude. Mais c'est normal, il y a eu de la fraude parce que personne ne se donne la peine de faire son travail et de vérifier si tout va bien. Vous savez, on a fait même voter les morts. Et puis, il y avait même des gens qui appartenaient à des partis qui étaient dans la campagne qui se sont laissés soudoyer. Donc voilà, c'est... Alors vous avez voulu vous présenter. Vous dites d'ailleurs parce que je me sens coupable d'avoir survécu alors que tant de mes amis ont été tués pendant la décennie noire et je voulais rendre à mon pays. Il fallait recueillir 60 000 signatures. Oui. De quoi? De maires? Non, de citoyens. De citoyens. Et alors pourquoi vous n'avez pas pu les avoir? Peut-être parce qu'on n'a pas voulu me voir aller vers ce champ de mine. Ils avaient peur pour moi et aussi le meeting était interdit. 2 mois, c'est pour un candidat indépendant qui n'a ni réseau ni parti. Et puis il y a aussi la bureaucratie qui a beaucoup déjoué la volonté de certains. Et j'ai été aussi infiltré. Donc il y a tout un... Et il y a aussi, je suis responsable aussi de cet échec parce que je n'ai pas... Infiltré, ça veut dire que vous avez été... C'est-à-dire que j'ai eu des comités de soutien qui n'étaient pas là pour m'aider. Ah oui, qui étaient là pour garder les formulaires à leur niveau. Les spécialités algériennes. J'ai loué de ma poche des bureaux qui n'ont jamais été ouverts. D'accord, très bien, en effet. Mais il y a aussi ma faute, hein, il faut dire. Non, mais on a aussi une candidate qui s'appelle Louise Hanoun pour le Parti travailleur. Hélas, d'ailleurs, c'est la seule femme. En fait, elle fait une campagne électorale, mais en fait, elle fait une campagne pour le candidat Bouteflika. Ah bon? Alors qu'elle est candidate officielle. Vous allez voter tous les deux demain? Moi, j'ai voté déjà. Vous avez déjà voté pour qui? Je viendrai le résultat pour vous. Quoi bon, enfin, on peut tous dire, non, on est entre nous. Non, c'est-à-dire, mais voilà, je vous dirai demain. Ça va influencer. Oui, mais c'est aujourd'hui qu'on fait l'émission. Yasmina Khadra. Moi, je devais voter en Algérie parce que j'étais persuadé d'avoir les 60 000. Et j'ai perdu, donc j'ai laissé une procuration. D'accord. Jean-Louis Le Touzet, vous avez rencontré énormément de monde lors de votre déambulation de 12 jours en Algérie. Comment vous avez ressenti la fatigue, la lassitude, la colère ou la mélancolie ou quoi, la rage? Quoi? Un peu de tout ça et aussi beaucoup d'humour, parce que les Algériens ont un humour formidable sur eux-mêmes. On pourrait d'ailleurs en prendre un peu de graines. J'ai senti aussi dans cette route ouest-est, en partant d'Oran, Alger et Constantine, à la fois en train, en voiture, en avion et retour en taxi collectif. Oui. À la fois un pays extrêmement vif, mais abattu, et des gens quand même assez abîmés. L'intérêt pour moi, enfin pour nous à Libé, c'était de se promener,
Alors, on a toujours l'impression que quand les Vendées se promènent, c'est un peu maigret, avec la pipe au bec. À la fois, c'est un peu ça. Parce que de se promener en train, ça permet de rester... Et de parler, et de parler avec son avec les vis-à-vis. gens. Et d'être enfermé dans un taxi collectif, il y a aussi une forclusion. Donc, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas sortir. Oui, donc ils vous Sauf parlent. pour les arrêts pipi. Ouais. Donc, petit à petit, jour après jour, j'ai tenu une sorte de petit carnet, qui est là d'ailleurs, Ouais. avec à la fois des réflexions des gens. Il y a aussi des réflexions tout à fait fulgurantes des gens. Pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous avez rencontré les fameux chats de goutière de ce collectif Barakat? Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, Qui c'est sont un ces collectif, sont des contestataires? activistes. Ouais, les Notamment, il y a activistes. une porte-parole formidable qui est médecin, qui est fille de médecin militaire, qui s'appelle Amira Bouraoui, qui est une femme qui a un peu moins de 40 ans. Alors, qu'est-ce que sont ces chats de gouttière? C'est à la fois on peut dire des représentants de la société civile, c'est aussi des jeunes gens qui sont nés souvent dans les années 90, 92, 93, c'est-à-dire qui ont 22, 23, 24 ans. C'est aussi des employés, c'est aussi quelques commerçants, quelques intellos aussi d'ailleurs. Et qui se disent réunissent, ça suffit. qui disent Barakat, ça veut dire ça suffit, Ouais. comme Kifaya. Assez. Assez. Alors nous parlons d'ailleurs, il y a une manifestation et une répression de la part des autorités contre justement la manifestation de Barakat devant la fac centrale, ce qui probablement, à mon avis, est un signe d'inquiétude de la part des autorités. De la part du Et pouvoir. c'est une erreur, moi, je pense, que de boycotter. Barakat veut boycotter. Appel au boycott de Non, l'élection. c'est une Ouais. erreur. C'est fatal pour la démocratie en Algérie. Barakat doit dire ça suffit dans les urnes, il faut qu'il aille voter. Voilà. C'est un point de vue. Nadia, parlez-nous de la fraude. Oui, parce que vous l'avez S'il vous plaît. évoqué, hein, la fraude, c'est un sport national. Et il y a une personne qui est venue confirmer tout ça il y a quelques jours. C'est pas n'importe qui, c'est un ancien haut fonctionnaire. Il s'appelle Bachir Frik. Il a donné une interview à la télévision privée Ecorouk TV. Et il a expliqué, le plus calmement du monde, comment effectivement le bourrage d'urnes était un sport national et qu'il y a lui-même contribué. En 99, il a reçu l'ordre de truquer les élections pour faire gagner Bouteflika. Et celui qui lui a donné cet ordre n'est autre qu'Ali Benflis, qui était le directeur de la campagne de Bouteflika à l'époque et qui est son principal opposant aujourd'hui. Celui qui aujourd'hui appelle à la transparence et promet des manifestations amples mais pacifistes. Si la fraude est avérée, Jean-Louis Touzé, c'est possible des manifestations pacifistes? Ça peut dégénérer, le pays peut sombrer dans le chaos s'il y a Je sais effectivement pas, fraude et que ça avéré. mon voisin de gauche n'y croit pas. Je pense qu'il y a aussi, c'est l'histoire aussi de la dictature molle un peu absurde dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de l'après-17. L'après-17, je pense que cet estuaire de liberté qui a été ouvert au moment de la se campagne refermer, vous dites. va se refermer. À travers aussi les témoignages que j'ai pu recueillir. Et les gens qui ont aussi se sont montrés d'une vivacité contre le pouvoir, qui n'ont pas déroulé le tapis rouge, à la fois, on l'a vu aussi notamment sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Ouais. Notamment, on parlait de Barakat. Je pense qu'il y a aussi un côté répressif forcément qui va surgir. C'est-à-dire déjà, les gens dans le mouvement Barakat ont un petit local sur la rue d'Idouche qui descend vers la Poste, ont été visités. Ce sont des gens à qui on a menacé euphémisme. de contrôle fiscal. Et la presse, est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle sera capable? Elle aura le droit de contester tout ça? Alors, l'histoire de la presse, on pourrait en parler longtemps d'ailleurs, Oui, mais la presse francophone. voilà. Mais voilà. Oui, pour l'instant, je pense qu'elle a mené un très bon boulot d'ailleurs. Je ne vais pas tous les citer. Je parle que des francophones. Je parle sous contrôle après pour les arabophones. Je pense qu'ils ont pu suivre la campagne, ils ont pu écrire. Ensuite, après, la grande inquiétude d'un certain nombre des confrères, est-ce que cet espace de liberté, cet estuaire Ça de va liberté continuer. va pas se recreviller, va se refermer? Un chiffre. Oui, un chiffre du jour, 28%. C'est la part de la population algérienne qui a moins de 15 ans. Ça veut dire Beaucoup. qu'il n'a connu que Bouteflika au pouvoir, puisqu'on rappelle qu'il il est arrivé à la présidence en 1999. Qu'est-ce qu'il y a, à votre avis, Hasni Abidi, dans la tête de ces jeunes? Est-ce qu'ils sont résignés? Est-ce qu'ils se sont déjà projetés dans l'après-Bouteflika? Alors, parler d'abord d'une société algérienne qui est apolitique, à mon avis, c'est injuste parce que les Algériens s'intéressent à la politique. C'est vrai, ils ne s'intéressent pas à l'action politique, ne sont pas présents dans les partis politiques. Mais je peux vous dire, moi, j'ai suivi quelques meetings de Benflis. Ben, c'était plein chaque fois. En revanche, bien sûr, son candidat, il n'a pas réussi à mobiliser beaucoup de monde. Deuxième élément. Cette jeunesse n'a pas connu les événements octobre. Vous avez raison de dire qu'elle est née, c'est une génération Bouteflika, mais elle n'a pas justement ce réflexe des anciens qui ont peur de reproduire ce qu'on appelle la décennie noire, et donc ils n'ont aucun complexe. Voilà, Certes, qui eux ont connu les années 90, avec la guerre civile, près de 200 000 morts, Bien sûr. les islamistes Le terrorisme. face au pouvoir. Et bien sûr, et les perspectives, pas de perspectives, et le système politique a tout verrouillé, le système médiatique est aussi verrouillé. Je pense qu'il y a une volonté de changement. Comment, ça c'est la grande question. Et je crois que vous avez tout à l'heure parlé de fermer la parenthèse de liberté, ou probablement
l'ouvrir, parce que moi je pense que l'après Bouteflika, imaginez Bouteflika, sa tâche, diminue tout de même. Est-ce qu'il pourra finir son mandat ? Je ne le crois pas. Le deuxième scénario qui s'offre à l'Algérie, soit bien sûr une transition douce par le système lui-même pour pouvoir rester, ou bien le départ à la fois de Bouteflika et du clan. Et de tout le système. Alors, justement, le clan qui règne, on parle d'un clan. Vous parlez prédation, prévarication. Il y aurait un clan qui mélange l'armée, des anciens ou des actuels des services secrets. Qu'est-ce que c'est que ce clan? Avec le frère? Oui, c'est le groupe qui est autour du président lui-même et les grosses fortunes. Parce que beaucoup de gens se font passer pour des spécialistes. Ils ne savent absolument rien de l'Algérie, comment que ça se passe. Il y a des gens qui sont invisibles, qui sont dans l'ombre et qui font tout pour manipuler, pour placer X, Y, et ils sont intouchables, parce que personne ne les connaît. Le frère de Bouteflika en question? Lui, il est connu. Mais les vrais, ceux qui sont derrière... Ce sont les militaires, le renseignement militaire, le FLN? L'armée avait un poids dans les années 90 avec l'Ammari, avec pas mal de grosses pendant la guerre civile. Oui. Mais par la suite, ces gens-là sont partis. Ils ont été soit limogés, soit... Ils sont d'ailleurs, la majorité sont morts. Mais il reste maintenant une armée qui est surtout dirigée par des anciens cadres de la Révolution, qui sont apolitiques. Donc il faut arrêter de montrer le mauvais... Il faut arrêter de montrer le mauvais repère. Et le chef d'état-major n'incarne pas les militaires. C'est un élément positif parce qu'il y a une nouvelle génération de l'armée. Attention, toute l'armée n'est pas corrompue, toute l'armée. Au contraire, d'ailleurs, les affaires sur le président et son entourage ont été d'ailleurs dénoncées. Et surtout, le dossier a été donné aux médias grâce à un service d'investigation qui dépend de l'armée et qui a été fermé après par le président Bouteflika. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de l'armée, un petit peu à la kémélienne ou à kéméliste, à la turque, qui n'est pas politique, mais il veut un changement. C'est le seul, en tout cas, à mon avis, rempart contre l'impasse, contre l'usure du système actuel. Et le drame en Algérie, c'est que cette convalescence perdure. C'est-à-dire, on a été tellement traumatisés par les années, terroristes qu'aujourd'hui, ils sont prêts, les Algériens sont prêts à accepter la situation dans laquelle ils se trouvent plutôt que d'affronter l'inconnu. Parce que pour eux, l'émancipation, la démocratie, c'est toujours... Est-ce que ce n'est pas aussi Bouteflika incarne, ou en tout cas c'est ainsi qu'il veut le faire valoir, la sécurité, justement, contre le retour éventuel de ces spectres des années noires? J'ai fait la guerre pendant 8 années et je sais que la sécurité et la paix ont été ramenés par les 15 000 militaires, policiers, gendarmes, patriotes, gardes communaux qui ont été tués. Et par les Algériens aussi qui, par la suite, ils se sont éveillés au danger qui les guettait et ils se sont battus. Donc, le problème en Algérie, c'est qu'on croit qu'un homme peut incarner un pays, alors qu'un pays repose sur ses institutions. Nous, on n'est que des fantômes qui passent. Alors, Bouteflika, oui, c'est la sécurité. C'est aussi une forme de prospérité économique. On peut prendre un exemple qui est le salaire minimum, qui a été multiplié par 3 en 15 ans. On est passé de 55 € par mois. Évidemment, c'est peu par rapport aux standards français, mais de 55 € à 165 €. C'est une progression très forte. Ça, c'était le salaire cette année. Mais c'est moins, par exemple, que le salaire minimum du Maroc, qui est de 210 € par mois, alors même que le Maroc n'a pas la rente pétrolière qui rapporte, je crois, 50-60 milliards de dollars par an. L'inflation aussi. À l'Algérie. Vous savez, en Algérie, pour acheter un appartement, il vous faut 500 millions. C'est-à-dire... de dinars. Non, on ne parle pas d'euros. De centimes. De centimes. Oui. C'est un pays riche ou c'est un pays pauvre? Jean-Louis Letouzet, vous qui avez passé 12 jours là-bas à vagabonder. C'est un pays riche et on peut dire après, schématisant... Riche grâce au pétrole et au gaz. Le gaz, oui. 98% de... richissime, mais... toutes les ressources de l'Algérie. On peut considérer après, en schématisant, que c'est un pays pauvre. Ce qui n'est pas juste, ce qui m'a frappé, c'est la mise en friche. Peut-être c'est dû à mes origines agricoles. De l'agriculture. Voilà, de l'agriculture. Oui. Et ça c'est un vrai crève-cœur parce que c'est quand même le grenier de Rome. Et dans certains endroits, notamment dans... Vous dites qu'il n'y a même pas d'école d'agriculture. Quelqu'un vous dit ça, oui. Et on se demande, mais c'est un pays, on le voit d'ailleurs en le traversant, totalement abîmé. Il y a des friches. On se demande, mais comment ça se fait qu'on se voit à Oran? C'est un pays où on importe tout, même les oranges. Les oranges d'Alicante. Alors, oui. Alors qu'on avait les plus belles oranges du monde. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris aux Algériens à travailler. Ils ont fait de nous des assistés. Ils s'occupent de nous. Qui ils? Le pouvoir algérien, les gens qui nous gouvernent depuis 50 ans, un demi-siècle.
Avec l'argent du pétrole. Avec l'argent du pétrole, et pourtant, aucun pays ne peut survivre sans sa culture, sans son travail, sans son ambition. L'éducation, ce qu'il ressort aussi de tout ce qu'on peut lire en ce moment sur l'Algérie, c'est que le système éducatif est complètement un gruyère, laissé à l'abandon. Oui, vous imaginez, dans un pays comme l'Algérie, le ministre de l'Éducation est resté 23 ans dans son poste. C'est-à-dire qu'il a connu 4 générations. C'est catastrophique. C'est-à-dire on l'a connu depuis le primaire, on est arrivé jusqu'à l'université et le même ministre. Mais c'est une volonté délibérée de créer une jeunesse ou une génération déculturée ou acculturée pour mieux la dominer, ou c'est juste de l'incurie? Acculturée, pousser l'élite. Vous savez, l'élite algérienne, un grand nombre de cadres algériens ont quitté l'Algérie pour d'autres cieux, beaucoup plus économiques, beaucoup plus cléments, en tout cas. Et le deuxième élément, vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité, oui, mais à quel prix? C'est vrai qu'aujourd'hui, toute la campagne de Bouteflika, elle travaille sur ça. C'est regardez ce qui se passe ailleurs. Oui, ils montrent des images de la Syrie. Des images de la Syrie. Le matraquage est intéressant. Alors qu'en fait, la situation en Libye ou en Syrie est arrivée à ce seuil de guerre civile parce qu'il y avait le culte de la personnalité. Alors, on a acheté la paix sociale en Algérie avec cette rente pétrolière. Mais Yasmina Khadra, que sont devenus ces islamistes qui, justement, étaient dans la guerre civile dans la décennie 90? Ils ont disparu politiquement? Ils pèsent encore? Politiquement, non, mais ils ont infiltré tous les secteurs névralgiques du pays. Ils sont dans l'administration, ils sont dans les médias, ils sont à la télévision. Des hommes d'affaires. Oui, ils sont devenus des hommes d'affaires, mais en même temps, ils participent, ils contribuent à cheptéliser les Algériens. C'est-à-dire tous les gens qui ont... cheptéliser? Oui. Ça veut dire quoi? C'est un néologisme. Ça vient du vin? Ouais. Ça vient du vin, non? Non, c'est le cheptel. Ah oui. Et bien sûr, ça les arrange parce que seule la culture est capable d'éveiller une nation. Et sans culture, on est vraiment perdu. Alors, l'Algérie a déjà connu un climat de fin de règne avec des ballets d'ombre et des mystifications. C'était sous le président Houari Boumedienne. Un petit rappel avec rappel de sa fin précoce et pas complètement élucidé d'ailleurs avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. En 1975, après une décennie de pouvoir, le président algérien Houari Boumedienne est au sommet de sa gloire. Il vient de réussir à sceller la paix entre l'Iran du Shah et l'Irak de Saddam Hussein. Et reçoit même pour la première fois un président français sur le sol algérien. L'Algérie avait besoin d'autre chose, avait besoin d'ordre, avait besoin de discipline, avait besoin d'une grande remise en ordre. Cet État jeune avait besoin aussi d'une certaine moralité. 3 ans plus tard, Houari Boumedienne se fait de plus en plus rare. Ses apparitions publiques se limitent à des obligations internationales. Moscou en début d'année, Damas quelques mois plus tard. Houari Boumedienne s'efface, puis disparaît des radars. Beaucoup commencent à s'inquiéter. Les rumeurs les plus folles se répandent. Le président Boumedienne, qui n'a pas été vu en public depuis le 24 septembre, a-t-il été renversé par un coup d'État? Fait-il une tournée en URSS ou prépare-t-il simplement dans une retraite cachée le prochain congrès du FLN? 3 questions, aujourd'hui encore, sans réponse. Le président est en réalité gravement malade, atteint de la maladie de Waldenstrom, la même qui avait emporté Georges Pompidou 4 ans plus tôt. Il choisit de se faire soigner en URSS et s'éteint quelques jours après son retour à Alger. Des funérailles officielles ont lieu au cimetière El Alia. Ce jour-là, l'oraison funèbre est prononcée par le jeune ministre des Affaires étrangères, un certain Abdelaziz Bouteflika. Yasmina Khadra, vous êtes romancier, mais en réalité, la rumeur veut qu'il aurait pu être assassiné, empoisonné, Houari Boumedienne. C'est la rumeur qui fait vivre les Algériens. Très bien. Donc, on ne sait pas. Moi, à l'époque, j'étais jeune sous-lieutenant, je sortais à peine de l'académie. On a été traumatisé par cette perte brutale, mais on ne sait pas. Il n'est pas perdu, il est avec nous. Juan Gomez Olaguetal. Oui, bien. Où est-ce qu'on va? Je vous emmène ce soir au Zimbabwe, où le plus vieux chef d'État d'Afrique, Robert Mugabe, a récemment fêté ses 90 ans. Alors évidemment, sa santé alimente toutes les rumeurs. Cela fait 5 ans qu'on le dit atteint d'un cancer de la prostate et qu'il part régulièrement à Singapour pour se faire soigner. Mais jamais ces spéculations n'ont été confirmées. D'ailleurs, pour contredire ses détracteurs, Robert Mugabe a fêté son anniversaire en grande pompe dans un stade devant 10 000 personnes et pendant plus d'1 heure, lui, il a prononcé un discours évidemment à sa gloire. La cérémonie, dit-on, aurait tout de même coûté $1 million, une dépense qualifiée d'extravagante par l'opposition, d'autant que le pays est ruiné. Tenez-vous, à peu près 75 à 80% de la population est aujourd'hui au chômage. En tout cas, celui qui dirige le Zimbabwe depuis 34 ans s'accroche fermement à son siège. Toutes les élections sont jouées d'avance, l'opposition est intimidée, voire réprimée. Du coup, depuis 2002,
Mugabe est interdit de séjour en Europe et aux États-Unis pour violation des droits de l'homme. Et les relations avec l'Occident sont toujours très tendues. Il y a 2 ans, par exemple, à David Cameron, qui l'appelait à respecter les droits des homosexuels, Mugabe avait répondu « Allez en enfer » en s'interrogeant si cette complaisance envers l'homosexualité était, je cite, une sorte de démence ou si ça faisait partie de la culture des Européens. En tout cas, malgré son âge, Robert Mugabe a récemment fait voter une nouvelle constitution qui lui permet de se maintenir au pouvoir jusqu'à ses 99 ans. Regardez sa réaction. Pour moi, cet événement est un moment de joie. C'est un jour qui a été fait par les Zimbabwéens pour les Zimbabwéens. Voilà. Et paradoxalement, celui qui est traité en Occident comme un dictateur compte de nombreux partisans en Afrique. Robert Mugabe, il faut le savoir, est considéré comme un héros puisqu'il s'est battu pour mettre fin à la domination blanche du régime raciste instauré par les colons britanniques. Comme Nelson Mandela en Afrique du Sud, Mugabe a été emprisonné et à sa libération, au bout de 10 ans, le militant a pris la tête d'une guérilla et il a fini par obtenir l'indépendance de son pays en 1980. Et malgré son despotisme, eh bien, encore aujourd'hui, de nombreux Africains se reconnaissent dans son discours anti-Occident, anti-colonisation, et même les chefs d'État du continent africain continuent à lui rendre hommage puisqu'ils l'ont élu en début d'année vice-président de l'Union africaine. Hasni Abidi, juste rapidement, est-ce que l'après-pétrole ou l'après-gaz a été préparé? La fin de la rente, ça va bien arriver un jour? Oui. Ça va changer la donne. C'est très inquiétant. Tous les économistes disent que l'Algérie ne pourra pas rentrer dans le rouge. Elle ne pourra pas. D'abord, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a payé toute sa dette, mais à ce rythme-là, impossible d'alimenter ce qu'on appelle les transferts sociaux. Vous avez dit riche, pauvre, l'Algérie, elle est riche, mais grâce aux transferts sociaux, grâce justement à une redistribution sans garantie à tous les Algériens, et les Algériens, ils se sont tous clients de ce régime, d'où la contestation, elle est un petit peu moins faible. Mais les lendemains sont difficiles. Ça a été évoqué pendant les campagnes des candidats, de l'un ou l'autre? Alors, Benflis, malheureusement, a péché par un manque un petit peu de programme économique et la campagne a fait table rase presque sur les vrais enjeux économiques en disant que l'Algérie est prospère et le seul pays qui a réussi à payer toute sa dette. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Benflis, à mon avis, et ça c'était le dernier élément que vous avez d'ailleurs évoqué, Benflis, vous avez dit qu'il a assisté à la fraude, donc c'est le meilleur connaisseur. Aujourd'hui, il parle beaucoup de la fraude à tous les quotidiens et à tous les médias, parce que c'est un bon connaisseur. Et en même temps, il y a une dynamique nouvelle. Il a dit, j'ai 50 000 contrôleurs ou scrutateurs qui vont photographier les procès-verbaux, mais aussi assister au comptage à la fin du poste. Et je ne pourrai pas ralentir ou retenir la foule si elle veut manifester le lendemain. C'est un message très inquiétant. Très bien. Est-ce que la France joue un rôle dans cette élection? Est-ce qu'elle a un candidat favori? Je ne sais pas. De toutes les façons, la France n'a rien à voir avec l'Algérie. Elle s'occupe d'elle-même. Et nous sommes assez grands pour nous débrouiller tout seuls. Et les Algériens de France, ils sont mobilisés dans cette campagne? Oui, je pense. Ils sont mobilisés. Ils pensent beaucoup à leur pays. Et j'espère qu'ils vont participer à essayer d'aider la démocratie et le changement dans notre pays. Jean-Louis Letouzet, vous avez rencontré le vice-président de la Ligue des droits de l'homme algérien qui vous a dit avant on mourrait de parler, maintenant on parle à en mourir. Une question sur les droits de l'homme, puisque vous avez eu cet interlocuteur. C'est un interlocuteur d'abord qui va parler avec beaucoup de courage parce que c'était pas facile de trouver à la fois des gens qui voulaient s'exprimer et j'ouvre et je ferme la parenthèse. Le boulot de journaliste, c'est aussi de rendre quelque chose de relativement équilibré. Donc c'était finalement assez facile entre guillemets de trouver des opposants. C'était plus difficile de trouver des gens qui étaient plutôt du côté de l'ordre que du mouvement, et qui n'étaient pas forcément des bénéficiaires directs de la rente, pas des chefs d'entreprise ou des entreprises de travaux publics, etc. Voilà, donc là, évidemment qu'il y a toujours le problème des droits de l'homme est toujours là, et lui-même d'ailleurs est une preuve vivante parce que lui, il a été arrêté, il est toujours sous filature, il est toujours, donc toujours très menacé entre guillemets. Voilà. Le candidat de l'Europe et de la France, c'est le statu quo. Ce sera le mot de la fin.